Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Aujourd'hui, épisode 2 de la pré-saison pour l'Ouest. On vous rappelle que l'épisode 1 mettait en vedette le LAFC, le LA Galaxy, le Sporting Kansas City et les Sounders de Seattle. Pour l'Est, les podcasts sont disponibles également depuis peu. Donc, aujourd'hui, pour l'épisode 2, on est avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, super. On est prêt à parler de ma conférence préférée, celle où tout est possible. Ouais, et ça va être avec des équipes qui sont seules, sans communauté francophone, ou bien que le compte ne pouvait pas être présent. Donc aujourd'hui, là, on va parler de Colorado, Dallas, Houston, Minnesota, Portland, le Real Salt Lake, San Jose et Vancouver. Ouais, avec grand plaisir. Donc, on a quand même un épisode chargé, donc on va aller dans le vif du sujet immédiatement. On va parler de Colorado. Colorado, ça a vraiment été une saison abominable, hein, la saison passée, avec une 10e place. Ouais, avant-dernier, il me semble. Ouais. Ouais, avant-dernier. Il n'y a que les Galaxies qui étaient assez forts pour être plus nuls qu'eux. Ouais, et même l'expansion que tout le monde rigole d'eux, le Minnesota United, même eux ont eu plus fort que Colorado. Ah ouais, non, c'est clair. C'est une franchise surtout qui avait zéro attaquant. Enfin, je me souviens, j'ai fait les statistiques pour l'article de Lucarne Opposé qui sortira sûrement avec le podcast. Mais voilà, il y a les trois attaquants, Badji, Doyle et Gashi. Ils ont 6, 4 et 2 buts en MLS l'année dernière. C'est pour vous donner un petit peu une idée de la nullité de leur attaque. Oui, et c'était la pire de la MLS avec seulement 31 buts. Je crois que la deuxième pire attaque en avait 39. Donc, c'est quand même 8 buts de moins que la deuxième pire attaque parce que la défensive n'était pas médiocre. Là. C'était quand même une bonne défense. Ouais, ça. Moyenne en MLS. Ouais, c'est bon, voilà, il y a quand même voilà, Tim Howard au goal. Pour ceux qui suivent pas trop la MLS, c'était quand même voilà, l'emblème de Colorado, le capitaine Tim Howard. Mais ouais, en attaque, c'était nul. D'ailleurs, l'entraîneur, Pablo Maestroni, il s'est fait virer pendant la saison. Ou juste après, je sais plus, mais en tout cas, il était plus là. Ouais, c'était durant la saison. Là, c'est un entraîneur intérimaire qui avait poursuivi la saison sans pour autant avoir du succès. Ouais, et là, ils ont recruté le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, l'ancien sélectionneur de Nouvelle-Zélande, Anthony Hudson, pour reprendre un peu en main cette équipe qui est pas du tout. Oui, et il a quand même mis l'équipe à son image, hein, quand même des arrivées Ouais. on n'en a pas l'habitude en MLS avec des joueurs néo-zélandais, des Anglais. Peux-tu nous parler un peu de ces transactions? Ouais, bah, comme il disait dans Extra Time Radio, il a amené tous les Néo-Zélandais qu'il pouvait. C'est-à-dire que les deux seuls Néo-Zélandais qui étaient en MLS, Delcon Wine et Kip Colby, il les a pris à Vancouver ou à San Jose. Et comme tu disais, il a soigné un petit peu son équipe. À mon avis, il a fait un bon mercato, parce qu'il a pris donc Tommy Smith de Ipswich Town, qui est apparemment un très bon défenseur, mais classique deuxième division anglaise, c'est-à-dire un gros gaillard, grand, qui va un petit peu casser toutes les jambes. Il a pris Edgar Castillo de Monterrey, en défense aussi, Danny Wilson des Glasgow Rangers. Aussi Johan Blomberg qui vient de Suède et Jack Price qui vient de Wolverhampton en Championship. Le problème, c'est qu'il a pris aucun attaquant. Enfin, il a pris deux attaquants, mais c'est pas forcément le calibre dont Colorado a besoin. Il y a Joe Mason qui est aussi de Wolverhampton et qui n'a pas passé les 9 buts en championnat anglais depuis des années. Et surtout, tu vas pouvoir. Enfin, j'imagine que tu connais un petit peu, mais Jack Bean de Los Angeles, qui lui n'a marqué que 2 buts l'année dernière. Donc, c'est un peu bizarre comme mercato, surtout que Doyle a pris sa retraite. Donc, il reste. En fait, Badji et Gashi seront encore titulaires, je pense. Mais c'est pas terrible. Oui, mais il faut également faire attention. Colorado ont fait une récente acquisition. Enzo Martinez, ce joueur de Charlotte en USL qui lors des 2 dernières saisons, était finaliste pour le MVP. Je crois que le Colorado ne l'ont pas signé pour rien, puisqu'il compte pour les places étrangères étant uruguayen. Donc, j'ai très hâte de voir ce joueur qui était
dans le top 3 de l'Est en USL. Là. Je crois qu'il il serait capable de faire sa marque en MLS. Ouais, après, voilà, il y a on a dit Anthony Hudson n'est pas bête non plus, il a recruté pas mal de gens. Et j'imagine que pour lui, enfin, les attaquants qui sont là sont assez capables s'il n'en a pas acheté d'autres. Mais c'est un mercato un peu étrange de Colorado. Je pense pas qu'ils vont arriver en playoff. J'ai du mal à les voir en playoff. Oui, et moi aussi, je crois que ça va être limite. Mais s'ils ne se qualifient pas, là, je ne les vois pas en 10e position. Ce serait peut-être en 7 ou 8e. Ouais, pareil. À mon avis, bon, ils vont se battre pour, mais ce sera un peu short. Ouais. Donc, on va passer directement à la prochaine équipe, le FC Dallas. Donc, on continue immédiatement avec le FC Dallas, équipe forte d'MLS qui ne s'est malheureusement pas qualifiée l'an dernier, malgré là, un dernier match exceptionnel face au LA Galaxy lors de la Final Day de la dernière saison. Mais malheureusement, là, les Earthquakes de San Jose avaient terminé leur espoir avec un but de dernière minute. Donc, qu'as-tu pensé du mercato du FC Dallas pour tenter de se relancer pour la prochaine saison? C'est un mercato qui est pas mauvais, on va dire. Enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que, déjà, comme tu l'as dit, ouais, l'année dernière, c'est très bizarre. En fait, ils ont eu un début de saison très bon. C'était arrivé en CONCACAF Champions League. Et puis après, c'est parti en cacahuète, comme on dit. Et ouais, ils étaient tout proches des playoffs. Et au niveau des arrivées, ils ont amené plein de Sud-Américains, ce qui avait un peu raté l'année dernière, quand ils avaient Coleman, Chala ou Roland Lama. Là, ils ont pris donc Santiago Mosquera de Colombie, que je ne connais pas, tout comme le latéral gauche Antoine Nedialkov, qui vient du Sofia, et Reto Ziegler, qui est un ancien international suisse. Donc, ça a l'air d'être 2 joueurs d'expérience, surtout les 2 derniers. Donc, c'est un mercato assez bon. Et ils n'ont pas trop bougé l'effectif. Il y a Walker Zimmerman qui est parti à Los Angeles FC, mais pour moi, c'est un peu le seul départ conséquent. Et il y a ouais, 2 gardiens de but qui sont arrivés. Ginny Maurer, que j'aime beaucoup, des Cosmos, qui va sûrement jouer deuxième gardien. Et puis le remplaçant de Maurer au Cosmos, Kyle Zobek, qui aussi est arrivé, qui à mon avis jouera le troisième gardien, puisque Jesse Gonzalez, c'est quand même un poste de titulaire assez probant. Qu'est-ce que tu en penses, ça? C'est sûr que moi, Gonzalez, je crois qu'il va être partant au niveau des gardiens de but. Sinon, en défense, là, la signature d'Anton Dialkov est quand même surprenante. C'est rare qu'on voit le FC Dallas signer des joueurs d'Europe de l'Est. C'est quand même c'est rare. C'est pas trop dans leur ADN, ouais. C'est sûr qu'avec Oscar Pareja, Pareja, pardon, il s'était plus concentré sur des joueurs, on va dire, de l'Amérique du Sud. Ouais. Et même Reto Ziegler, on dirait qu'ils se sont inspirés de Houston qui est allé chercher Philippe Sanderos. Donc, peut-être qu'ils voient que leur voisin de l'État fait très bien et veulent faire de même. Sinon, moi, dans les arrivées, un joueur qui est également à surveiller, là, ça serait celui qu'ils ont repêché au Spur Draft, Francis Atua-Ene. D'accord, je t'avoue que je ne connais pas très bien. Mais ouais, bah, si tu le dis, ouais. Il y a un autre problème aussi, c'est la forme de Maxi Urruti, le numéro 9. Parce que s'il est blessé, il n'y a pas grand monde derrière. Il y a Tesho Akindele qui pourrait faire le job, mais c'est pas assez performant pour Dallas. Son plus gros nombre de buts en une saison, c'est 7 à sa saison recrue. Sinon, là, lors de la dernière saison, c'est seulement 4 buts. Ouais, et c'est aussi. Enfin, à mon avis, Barrios, il peut jouer numéro 9. Et à mon avis, Oscar Pareja fera plus jouer Barrios que Akindele en cas de blessure de Urruti. Bon, on va voir, peut-être que Urruti restera en forme toute la saison. Est-ce que tu penses qu'il peut faire les playoffs? C'est Dallas, oui. Je crois que le fait qu'ils n'ont pas fait les playoffs lors de la dernière saison était seulement une question de forme. On dirait que ça l'a vraiment mal viré lors de la deuxième partie de saison. Mais ils étaient quand même bien partis lors de la première partie de saison. Donc, je crois que si les joueurs reviennent, font une préparation sérieuse, je crois que le succès peut revenir du côté du Texas. Ouais, je pense aussi. Bon, à mon avis, ça fera peut-être les playoffs à l'arrache, mais je le vois mal arriver à la MLS Cup. Oui, effectivement. On a fini de parler du FC Dallas. On va y aller avec son voisin d'État, Houston.
Qu'as-tu pensé de Houston lors de la dernière saison? C'était surprenant. Voilà, on va dire comme ça. J'adorais le jeu qu'ils mettaient en place. C'était assez dingue. Ils ont eu un. C'était beau à voir en fait. C'était du bon jeu offensif avec Ellis, Manotas, Wenger, Cubo Torres. C'était très très beau. Mais ouais, je cherchais le nom d'entraîneur Willem Cabrera. Et c'était très beau à voir. Et ça leur a réussi parce qu'ils ont eu très bonne fin de saison, je crois. Et à la finale, bon, ils étaient incapables de gagner à l'extérieur. Ça m'avait fait rire. J'ai vu la stat, là. Une victoire à l'extérieur sur la saison. C'est tellement mauvais. Mais ils ont terminé quatrième à l'Ouest. Ils ont arrivé à battre, un peu par surprise, Kansas et puis Portland pendant les playoffs. Et ils ont perdu contre Seattle, 5-0 sur les deux matchs, 2-0 puis 3-0. Mais c'était quand même très très bonne saison, j'ai trouvé, de la part de Houston. Pardon. Et surtout, c'était du beau football. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, c'est sûr que moi, Houston, vers la fin de la saison, là, c'était un peu mon équipe chouchou. J'aimais vraiment comment ils jouaient. Leur ancien gardien, là, Tyler Derrick, était un des meilleurs de la ligue, surprenamment. Malheureusement, il y a eu des histoires judiciaires qui a terni sa saison. Sinon, là, j'ai trouvé que aucune individualité sortait du lot. Mais vraiment, là, c'était une unité. Ils jouaient vraiment très bien. C'est sûr que là, il y a eu des départs. Je crois qu'on peut passer à ce sujet. Il y a eu quand même plusieurs départs de joueurs, on pourrait dire de joueurs clés comme Vicente Sanchez, Eric Torres, même Alex. Sinon, c'est des joueurs plutôt de rotation. Qu'as-tu pensé du mercato, toi, de Houston? Ouais, pour moi, c'était vraiment un mercato très calme. Je sais pas, voilà, à part Cubo Torres, bon, t'en citais d'autres, mais pour moi, Cubo Torres, c'est un peu le gros départ, parce qu'il bon, il était très titulaire l'année dernière, il est parti à Pumas en Liga MX. Mais au niveau des départs, il n'y a rien au niveau pardon, des arrivées, il y a peu de joueurs où je me dis, bah, tiens, celui-là, il va complètement changer l'équipe. C'est quelque chose de dingue, parce que globalement, à mon avis, le trio d'attaque va rester le même. Donc il y a Wenger qui avait fait une très bonne saison. Il y a Manotas qui avait fait aussi une très bonne saison. Et le dernier que j'ai en tête, voilà, Ellis, qui était assez surprenant. Et donc voilà, eux, ils vont rester à mon avis très titulaires parce que William Cabera a l'air de les aimer. Et au niveau des arrivées, voilà, il y a eu quelques trades avec CRN des Quakes, il y a eu Alvarez de Chicago Fire, Chris Yates aussi qui arrive en gardien de but de Dallas. Et puis après, bon, il y a le lot de footballeurs sud-américains, donc je ne connais pas trop. Mais voilà, je ne sais pas s'ils vont être titulaires, ceux-là, mais Houston a l'air de rester cool dans la même philosophie que l'année dernière. Oui, peut-être que le joueur qui pourrait changer l'effectif, ils ont repêché un jeune Sud-Américain, Alejandro Fuenmayor de Carabobo FC. Peut-être qu'il sera, je crois qu'il joue plus latéral, je suis vraiment pas sûr. Mais je crois qu'il pourrait pallier souvent les blessures d'AJ de la Garza et autres, là. Ouais, c'est possible. Bon, ils ont aussi perdu le deuxième gardien qui partait à Seattle. Mais ouais, non, peut-être qu'il va. À mon avis, ils ont pris des joueurs qui vont faire de la rotation. Mais Ouais. je les vois bien arriver en playoff. Je pense que ça va être un peu la galère. C'est-à-dire que ça va être comme l'année dernière, ils vont faire comme d'habitude avec la conférence Ouest. Ça va être un petit duel avec tous ceux qui sont entre la quatrième et huitième, neuvième place. Mais je les vois bien arriver en playoff s'ils continuent avec les performances offensives qu'ils avaient l'année dernière et s'ils gagnent enfin à l'extérieur. Oui, effectivement. Donc, je crois qu'on avait fini pour le sud des États-Unis, hein? Ouais. Ouais, ouais. Parce que là, il reste que le Nord, c'est vrai. Effectivement. Excepté San José qui est côte ouest. Ouais, on va dire au mieux. Parfait. On continue du côté de Minnesota avec le fils des Kicks. Ouais. Donc, Minnesota United. Première saison, je dirais mitigée. Un début de saison vraiment médiocre. Le monde commençait à penser que ça allait être la pire expansion de l'histoire de la MLS. Mais une deuxième partie de saison plutôt optimiste avec de bonnes performances de Christian Ramirez, Abou Danladi, Kevin Molino. On sentait que l'équipe commençait vraiment à se construire. Est-ce que tu as eu le même avis que moi pour la dernière saison?
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Aussi, il y a Finlay qui était pas mal en attaque. Et tout ce beau monde avait l'air de bien s'entendre. Et c'est un peu bête. Voilà, la saison s'est terminée un peu tôt pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont pas fait les playoffs. Et heureusement, ils sont arrivés avant. C'est pas arrivé dernier. Ils ont battu Colorado et Galaxy. Mais c'est bête qu'ils aient eu cette entente si tard dans la saison. Et là, par rapport au match de pré-saison, bah, on n'a pas l'impression que cette entente revient. On va falloir voir si au début de la saison, comment ça va se passer. Mais sur les matchs de pré-saison, c'était pas terrible. Donc j'espère que ça va reprendre un peu la sauce parce que voilà, on va pas se mentir, Minnesota, Anthony et moi, on aime beaucoup. Et on aimerait bien les voir performer un petit peu, même s'ils sont, ouais, ils sont complètement, ils sont pas conventionnels. C'est pas les, voilà, ils ont pas lié aussi de la réputation d'Atlanta, qui sont arrivés en même temps qu'eux et qui ont fait une saison canon par rapport à eux. Et avec Minnesota, je crois que on croyait qu'ils allaient faire de gros achats, mais je crois qu'avec le plan de faire leur propre stade prochainement, je crois qu'ils hésitent à vraiment acheter de gros joueurs par manque peut-être par manque financier. Mais heureusement, ils ont quand même réussi à garder une bonne base de leurs joueurs. Aucun gros joueur n'est parti. Il y a peut-être le vétéran de Minnesota, Justin Davis, qui est parti du côté de mon club de cœur Nashville, mais ce n'était pas un titulaire indiscutable pour la MLS. Il a seulement fait 9 rencontres environ. Ouais, Donc, le seul qui est vraiment parti, qui aura un impact, c'est Venegas, qui joue ouais. pas mal l'année dernière, qui est parti à Saprissa au Costa Rica. Ça fera plaisir à Greb, l'expert costaricien de Lucarne opposé. Mais ouais, peu de départs, peu d'arrivées aussi. Hein. Oui, c'est vrai, parce que il y a eu le fils qui est venu rejoindre papa, Harrison Heat, qui a rejoint Ouais. Adrian Heat. Sinon, là, c'est pas mal des joueurs de rotation. Matt Lamson, il va essayer de prendre la place numéro 1 à Bobby Shuttleworth. Ce qui Sinon, pouvait arriver, honnêtement, parce que Shuttleworth était vraiment pas. Bon, il était pas excellent. Et là, je regardais le début de saison, un match contre Colorado. Il a fait une énorme erreur de main aussi. Il est vraiment pas très serein. Donc, Matt Lamson a vraiment une place à jouer. ouais, sinon, les autres arrivées, c'est soit des arrivées en prêt comme Luis Fernando, un milieu brésilien que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Il pourrait avoir une excellente communication avec Ibsen, qui était un de mes milieux préférés de la précédente saison. Sinon, là, ils ont recruté deux joueurs camerounais, je crois, Bertrand Oyundi Ekouo et Franz Pankop. Donc, très hâte de voir qu'est-ce que ça peut faire. Ouais, aussi Tyron Mears, qui est l'ancien Marseillais, qui est aussi passé par Seattle et Atlanta. Mais ouais, je sais même pas s'il jouera titulaire, vu que ces dernières saisons à MLS, bah, c'était pas terrible. L'année dernière, il a à peine joué à Atlanta, il était pas titulaire. À voir. Mais comme tu l'as dit, l'année dernière, ils avaient une équipe qui arrivait à se mettre un petit peu ensemble. Et si elle bouge pas, peut-être qu'ils vont réussir à avoir les playoffs, hein, c'est possible. C'est possible, mais avec les améliorations des autres équipes de l'Ouest, pardon, je crois là, que ça va être assez dur. Mais, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, la deuxième partie de saison avait été vraiment bien meilleure. Et si ils reprennent la saison 2018 comme ils avaient fini la saison 2017, je crois que ça peut faire limite série, tu sais, 6, 7, 8e environ. Ouais, voilà, ça va se battre. À mon avis, ce sera pas un décrochage complet, mais bon, faut voir. C'est sûr qu'ils n'ont pas de top player. Enfin, Kevin Molino devrait en être un, mais il a du mal un petit peu. Christian Ramirez et Abou Danladi sont des bons attaquants, mais voilà, c'est pas Nikolic. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais comme tu as dit, il y a Ibson, il y a Finlay au milieu. Thiers sont derrière aussi. Donc, pourrait faire les playoffs. Il pourrait faire les Ouais. playoffs. Et surtout avec un Francisco Calvo. Je crois que Greg Schab aussi va être, va Ouais, être heureux que j'en parle. Là, un Costa-Ricain là, vraiment que je trouve de bon niveau pour la MLS. ouais, mais à mon avis, ouais, pas grand-chose d'autre à dire. C'est une équipe qui reste sensiblement la même. Ouais, sur la continuité de 2017, disons ça comme ça. Exactement. Donc, on va continuer avec un de tes adversaires de la Cascadia Cup, Portland de Timbers. Malheureusement, le compte français n'a pas pu nous rejoindre faute de temps. Donc, on va essayer de faire de notre mieux pour, Pour pour défendre ça. le défendre objectivement, Antoine. Objectivement. Eh ben, objectivement, ils se font aucun sens, c'est de la merde. Ah, je rigole.
C'est bon, je sais pas, l'année dernière, c'était un peu Ouais, bizarre. On avait l'impression que c'était pas Portland Timbers, c'était Valérie Timbers. Bon, je déconne un peu parce qu'il y avait Adi et Nagby qui faisaient les beaux matchs. Mais combien de fois ils ont gagné un match parce que Valérie s'est réveillée et a fait quelque chose? Voilà, c'était un peu étrange. Puis après, quand ils ont commencé à jouer en équipe, ils étaient favoris en playoff. Et là, bam, ils sont éliminés par Houston. Je sais pas ce que t'en pensais, mais c'était une saison. C'est-à-dire que, en fait, c'était bon sur le papier. Ils ont terminé premier à l'Ouest, mais il y a quand même un goût d'inachevé dans la bouche des fans de Portland. ouais, et je crois que qu'est-ce qui leur a fait le plus mal, là, c'est la perte de Fernando Adi lors de la fin de saison. Je crois que c'était un attaquant parfait pour pouvoir battre Houston, un joueur assez physique, donc il n'aurait pas eu peur des joueurs comme Philippe Sanderos. Je crois que là, Ouais. avec Mattox, c'était un petit peu léger du côté de Portland. Donc ça, je crois que ça l'a mis de l'ombre sur leur saison. Sinon, là, comme tu l'as dit, là, une saison quand même excellente, mais décevante vers la fin. On a vu que c'est vrai, bon, c'est vrai que Portland a eu beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de blessures, mais on a vu que peut-être leur joueur de banc n'était pas assez de niveau pour pouvoir aller loin en série. Ouais, c'était un peu plus compliqué. Et aussi, le truc, bon, c'est un truc qu'il faudra voir pendant la saison 2018, mais on a été plusieurs à être surpris que Caleb Porter, qui était pourtant vraiment aimé, adoré par les supporters de Portland, ça faisait un bout de temps qu'il était là, bah, il a démissionné après, je crois quelques jours après la fin de la MLS. Oui, et on a vu que son protégé, Darlington Nagby, qui l'avait entraîné également à l'université, là, Mm. directement quand il est parti, est parti lui aussi du côté d'Atlanta. Caleb Potter est toujours sur les agents libres du coaching, mais, mais c'est ça, on dirait directement quand il est parti, là, des piliers de l'équipe de Portland est parti également. Ouais. Euh, donc, Mais c'est assez compliqué parce qu'il était très bon, hein, Dengby. Et c'était compliqué à mon avis de refuser l'offre parce que c'est une des plus grosses offres de MLS, enfin intra-MLS qu'il y a eu depuis longtemps. oui, Mais je pense que le nouvel entraîneur, Giovanni Savarese, va être très bon. Bon, c'est compliqué parce qu'il vient des Cosmos et c'est toujours dur de passer de NASL à MLS. Mais honnêtement, il s'est entraîné sous la pression des dirigeants parce que les Cosmos c'était quand même le meilleur club en NASL. Et il s'est coaché des gros noms. Il a eu Raoul au Cosmos. Euh, Enfin, il a été vraiment un top club de NASL avec des gros moyens. Je pense qu'il peut s'acclimater à la MLS. Il a aussi amené son petit protégé André Flores de New York. Donc à voir si si la sauce prend, mais je pense que c'est un bon choix d'entraîneur pour les Timbers. oui, et je crois que le visage va un peu changer du côté des Timbers. Euh, Même s'ils avaient beaucoup de joueurs sud-américains, ça ne faisait pas partie de leur identité. Là, avec le nouveau mercato, là, avec Julio Cascante, Andy Polo, Andrés Flores, Christian Paredes, on voit là que Savares amène sa patte un petit peu plus sudam, qui semble réussir en MLS quand on voit Atlanta, Orlando même. Donc, quand on voit des équipes comme ça, C'est OK, clair. Orlando ne réussit pas encore, là, mais c'est la prochaine saison. Ouais. Même si dans tout ce que tu as dit, là, les Flores, Paredes, tout ça, je pense que Polo sera à mon avis, celui qui est le plus enclin à commencer en titulaire, à côté de Chara, Guzman et Valérie. Et aussi un autre transfert à noter, à mon avis, c'est plus pas pour remplacer, mais surtout pour pallier aux blessures de Hadi. Ils ont fait venir Samuel Armenteros de Benevento en Serie A. Ouais. Bon, je connais pas trop, mais sur la feuille, il a pas l'air d'être l'attaquant le plus spectaculaire en termes de chiffres du monde. Mais on va voir s'il jouera le second attaquant quand Hadi sera blessé, puisqu'ils ont perdu Matox. Oui, qui est parti du côté de DC pour peut-être finalement s'imposer dans une équipe. Donc, à noter également du côté des arrivées pour Timbers, là, l'arrivée d'Eric Williamson. Peut-être qu'il Ouais. n'aura pas d'effet immédiatement, là, mais pour les prochaines saisons, ils ont payé quand même assez cher pour aller le chercher. Mm. Ouais, non, ça va être un joueur à suivre ouais, dans les saisons qui suivent. Oui, et côté attaque,
Il y a également Jérémy Ebobais qui pourrait finalement, pourquoi pas, être la doublure clé pour Fernando Adi, lui qui est un espoir américain assez important. Ouais, et médiatisé, il est vrai. Mais bon, on espère pour Portland que Adi va réussir à avoir une saison pleine sans blessure. Ça serait quand même assez bien pour la franchise. Effectivement. Donc, est-ce qu'on a fini de parler des Timbers? Ouais, je crois que c'est bon, c'est fini. Ouais. Ah, pardon, ouais, c'est fini. Ouais. On a passé beaucoup trop de temps sur eux. On peut enchaîner. Donc, au final, on pourrait dire ça va être série, milieu de tableau ou Ouais, bon. quatrième En position. fait, si Savarizé arrive à faire le même taf que Caleb Porter, ça peut facilement être le top 3 de l'Ouest. Hein, ça va voir, même si on a l'impression qu'ils ont perdu pas mal avec Nagby. Ça peut, s'ils ont de la chance avec les blessures, ça peut faire top 3 de l'Ouest facilement. Parfait. Donc, on serait rendu au Real Salt Lake. Ouais. Leur saison a vraiment été en deux teintes. Première moitié de saison vraiment exécrable, faut le dire. Rien n'allait du côté du Real Salt Lake. Et la deuxième partie de saison avec l'arrivée de Mike Petke, on a vu là que il était capable de mettre une réelle identité de jeu au Real Salt Lake, de leur faire enchaîner les résultats. Malheureusement, ça a été juste, mais trop juste pour les séries à un point des séries. Moi, c'est l'équipe, lors de la Final Day, lors de la Decision Day de la dernière saison, là, c'était l'équipe que je voulais voir en série. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Toi, qu'as-tu pensé de leur dernière saison? C'était pas terrible. Enfin, moi, je préférais voir Dallas à la limite en playoff ou San Jose. Real Salt Lake, ils m'ont fait ni chaud ni froid. C'était pas terrible, comme tu as dit au début de la saison. Même après, avec Mike Pecty, c'était bien, mais sur le jeu, j'ai pas trouvé ça renversant non plus. Donc, voilà, on peut pas dire que je m'en foutais, mais bon, s'ils rataient les playoffs, voilà. Pour moi, le highlight de leur saison, c'est que Kyle Berkerman s'est enlevé ses dreadlocks, et c'est un peu tout, quoi. Décevant ou positif qu'il ait enlevé ses dreadlocks? Je sais pas, en même temps, ça fait un peu moins, enfin, je sais pas, le mec qui doit dépasser les 30 ans, ça fait un peu moins genre père qui est hippie et qui devrait un peu grandir. Mais, bon, ouais. C'était vraiment genre la highlight de leur saison, je trouve. Parfait. Et pour pouvoir atteindre les séries cette année, leur mercato, je l'ai trouvé très intéressant avec l'arrivée d'Adam Henley d'Angleterre, ce joueur d'origine américaine. Également, là, Brooks Lennon qui a réussi à avoir un transfert permanent du côté du Real Salt Lake. Toi, le mercato du Real Salt Lake, tu l'as trouvé comment? Ouais, bah, ces deux-là, c'est assez drôle. C'est deux Américains qui sont un peu perdus en Europe. Donc un à Burnley, un à Liverpool, mais il enchaînait les prêts, je crois. Et c'est cool qu'ils reviennent dans la MLS. C'est toujours bien d'avoir des jeunes qui se retrouvent. Quand je dis, bon, en fait, je dis, il a enchaîné les prêts, je viens de me rendre compte qu'il a fait juste faire un prêt ouais, au Real Salt Lake. Donc c'est bien de les voir rentrer au pays, c'est toujours pas mal pour la MLS. Et au niveau des départs, personne d'important est parti, quoi. Il y avait Barrett, Schuller, Wingert. Il y a juste Mossician, je sais pas comment on prononce, Yoram Mossician, qui était un joueur désigné qui pourrait partir. Il y a des rumeurs, c'est pas sûr. Je sais pas si c'est fini, mais je crois pas que c'est acté, mais il pourrait partir. Et ils ont aussi signé les expérimentés Nick Rimando et Kyle Beckerman pour les prolonger. Donc c'est un mercato assez efficace. Ouais, et moi, le joueur que j'ai été le plus content qui reste, c'est Justin Glad. Euh, il a été un des meilleurs défenseurs des moins de 23 ans lors de la dernière saison en MLS. C'est vraiment un joueur que je crois qu'il peut exploser encore plus que l'an dernier. Il peut exploser et vraiment là, confirmer qu'il est un des meilleurs défenseurs de la MLS. Donc, j'ai Ouais, été content qu'il reste du côté du RSL, mais je ne serais pas surpris de le voir partir très prochainement. ouais, ça va voir. Ils vont devoir garder quelques jeunes qui vont peut-être partir. Mais ouais, à mon avis, ils vont peut-être faire les playoffs. Mais ça va être, voilà, comme on disait pour Minnesota, ça va être un peu à l'arrache, à mon avis. Même si, enfin voilà, comme j'ai dit, moi, Salt Lake, j'ai jamais trouvé ça ouf.
Et là, à mon avis, ça ira peut-être en playoff, mais à l'arrache. Et c'est une équipe qui devra se reconstruire dans les prochaines saisons pour faire partir les dinosaures comme Beckerman ou Raimondo. Moi, j'ai un peu un avis contraire à toi. Je crois là, que les jeunes qui vont exploser, Savarino et tout, je crois là, que ça peut faire entre la troisième et cinquième position. C'est un. Voilà, Moi, en fait, j'ai. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler parce que c'est pas trop le sujet, mais je pense que les deux équipes de Los Angeles vont vraiment monter cette année. Et du coup, les places vont être assez chères à l'ouest. C'est que une opinion personnelle. Mais voilà, je suis pas sûr que Real Salt Lake va se qualifier. On verra. Le futur donnera raison à un de nous deux. Exactement. Mais, ouais. Mais je me souviens que la dernière fois qu'on a fait un pari, c'était sur Houston-Seattle. Et t'étais persuadé que Houston allait battre Seattle. Et ils se sont pris 5-0 sur 2 matchs. Donc à voir. Ouais, je m'étais encore spécialiste MLS. Ouais. Donc, on continue avec les Earthquakes de San Jose, les voisins des deux LA. Donc, la dernière saison, ça a été une saison assez constante, jamais trop excellent, jamais trop pitoyable. Une saison vraiment au milieu de tableau. Ils ont réussi à se qualifier lors des dernières minutes de la saison en série, sans pour autant faire une réelle performance en série, se faisant montrer la porte de sortie par 5-0 par Vancouver, Ouais. qui ne réussira pas à marquer d'autres buts lors des séries. Donc, Ouais, c'est un peu, quand tu disais pas pitoyable, voilà, c'est le seul moment pitoyable de leur saison, c'est le 5-0 face à Vancouver, qui est pourtant pas connu pour être la meilleure attaque de la ligue. oui, en effet. Donc, durant l'entre-saison, ils sont allés chercher un entraîneur suédois. Euh, Comment il s'appelle? Est-ce que tu as le nom en tête? Michael Starr, je sais pas si on prononce le H, Starr, ou Starr, mais ouais, qui est connu pour pour différents clubs en division 1 suédoise. Je connais pas grand-chose sur lui, mais bon, voilà, c'est bien qu'il change d'entraîneur, à mon avis, parce il a jeté les plus vieux comme David Bingham ou Victor Bernardes, qui étaient là depuis longtemps à San Jose. Donc, bon, à mon avis, c'est le début d'une nouvelle ère pour San Jose. Oui, et tout en gardant le capitaine Chris Rondolowski, je crois que si il aurait fait partir là, le capitaine emblématique, le joueur de l'histoire des Earthquakes, je pense que là, c'est les fans qui se seraient retournés contre lui. Donc, il a bien fait pour changer de cycle tout en gardant les joueurs que les fans aimaient. Ouais, Mais ça va être juste pour parler de Wondolowski, c'est la saison où il peut dépasser le nombre de buts inscrits en MLS de Donovan. Donc, ça va être une saison importante pour lui, alors qu'il a quand même 35 ans. oui, en effet. Et pour ce faire, les Earthquakes sont allés chercher deux joueurs suédois, deux défenseurs qui feront de cette défense une défense encore plus solide avec Joel Kuiberg de, oh là là, le nom, IF Brommapojärna Un et, truc suédois, quoi. Magnus Eriksson, l'attaquant, euh, un très bon attaquant suédois qui a été transféré du Djurgårdens. Ouais, je crois qu'il sera joueur désigné, il me Oui, semble. je crois que oui, C'était le effectivement. meilleur buteur de la division suédoise l'année dernière, donc ça doit être un joueur intéressant, j'imagine. C'est surtout que des mecs que Michael Starr doit connaître, vu il était entraîné là-bas. Et niveau départ, comme tu as dit, là, les joueurs Bernardez, Bingham, Urenia, Seren, Dawkins, qui était un joueur désigné, hein? Un joueur Ouais, désigné ouais. de rotation, un des seuls en MLS. Ah ouais, parfois il y a des joueurs désignés un peu bizarres en MLS. Ouais. On regarde, ouais. Mais à mon avis, voilà, cette saison, ils seront ni augmentés, ni régressés niveau talent. Bon, là, on est de Suédois sont pas mauvais, hein, surtout l'attaquant qui a l'air d'être assez bon. Mais je pense que voilà, Wondolowski sera peut-être sa dernière saison au top. Et ils ont pas mal de gars en attaque. Je pense qu'il y a Vako, par exemple, ou Eric Cavillo. Donc, ils peuvent accrocher les playoffs. Oui, et moi j'ai bien hâte, c'est ma petite branche USL qui parle, là, mais j'ai bien hâte de voir des joueurs des Reno, leur affiliation USL, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le niveau MLS, comme Jimmy Oakford, Luis Felipe, mais surtout Chris Ryan. Chris Ouais, Ryan, c'est vraiment c'est comme un parcours atypique. Lors du draft 2017, il n'avait pas été repêché. Finalement, c'est les Reno qui l'ont signé.
Il a fini rookie de l'année et même, je pense, meilleur passeur de la USL. Et finalement, là, il arrive à San Jose par la petite porte. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Certainement pas un titulaire, mais bien hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire au fur et à mesure de la saison. Là. Ouais, et en parlant de drafté, il y a aussi un petit Français qui est arrivé là-bas, Paul Marie. Et on va voir s'il arrive à grignoter quelques minutes avec l'équipe première. Ça pourrait être intéressant. Effectivement. Donc, San Jose, s'il se qualifie pour les séries, je crois qu'on peut être d'accord avec ça, que ça va être un 6e place, comme l'an dernier. Oui, ça sera ouais, comme pour Dallas ou RSL, quoi. C'est à mon avis, ils vont se battre au niveau du milieu du classement de l'Ouest. Parfait. Donc, on serait déjà rendu à notre dernière équipe, hein? Ouais. Ça passe trop vite. On est rendu aux Whitecaps de Vancouver, l'équipe de mon pays, la seule équipe de mon pays à l'Ouest. Donc, ils ont fini la saison dernière je crois, en 3e position. C'est bien. Ouais. Troisième position, parce que je crois que les 3 premiers étaient Ouais, la Cascadia. Ouais, la Cascadia, ouais. Donc Portland, Seattle et puis Vancouver. Oui, des séries assez décevantes pour les supporters de Vancouver, car malgré, comme je l'ai dit plus tôt, malgré la victoire de 5-0 face à San Jose, là, ils ont, je crois, c'est un tir cadré dans les matchs aller-retour face à Seattle. Ouais, c'était assez. Bon, c'était pas le match de l'année, mais c'est bête parce qu'ils avaient gagné 5-0 face à San Jose, donc t'avais vraiment des fans qui étaient à fond et qui pensaient que Vancouver pouvait le faire, mais c'est tombé à l'eau face à Seattle. Oui, durant le mercato, là, il y a vraiment eu un nouveau cycle d'instaurer avec le départ de David Osted, de David Edgar, de Sheenan Williams, Christian Bolaños qui est retourné à Saprissa, Ouais. Noza Igbeor qui était arrivé durant la saison, qui n'a pas été prolongé, Mathias Laba qui était là depuis très longtemps, Ouais, Moro 4 Gonzalez saisons. également. Ah, et puis surtout, à mon avis, le plus gros départ, c'est celui qui est arrivé pendant l'été, Freddy Montero, Oui. l'ancien de Seattle, qui avait vraiment transformé cette équipe des Whitecaps. C'est-à-dire qu'au début de la saison, c'était très bon, les Whitecaps, mais ils étaient très bons avec la défense. Et niveau offensif, bon voilà, ça allait, mais sans plus. Et là, Freddy Montero est arrivé en prêt de Tianjin Teda, le club de chinois. Et il avait fait une saison incroyable, je trouve. Il a vraiment changé la phase offensive de Whitecaps. Et là, il est parti au Sporting Portugal. Comme quoi, voilà, il était assez bon pour là repartir en Europe à son âge. Donc, c'est à mon avis le plus gros départ du côté de Vancouver. Oui, du côté des arrivées, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Car il y a Anthony Blondell, ce joueur en provenance du Venezuela, qui était très bon dans son pays. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça peut faire en MLS. Sinon, David Norman Jr., qui signe en homegrown, fils d'une légende de Vancouver, mais également le, une des seules personnes ayant représenté le Canada à la Coupe du Monde. Sinon, l'arrivée la plus marquante, c'est Kay Camara de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, Je ça sais va pas. être assez. C'est assez. Je sais pas trop quoi y penser non plus, mais il est. Enfin, parfois, il est bon s'il est bien entouré. Donc, je sais pas. J'aimerais bien qu'il réussisse, mais ça va être. Enfin, c'est parfait pour avoir des centres, hein, parce qu'il y a les bons centreurs à Vancouver et que les caméras est bon de la tête. Donc, à voir. Je sais pas ce que t'en penses, mais à voir. Ouais, ben moi, c'est toujours un joueur que j'ai aimé. Donc, j'aimerais bien qu'il puisse s'imposer dans mon pays. Ouais, ça serait sympa. Ouais. Et en plus, il le mérite. À mon avis, c'est un mec super sympa, tu vois, mais il lui manque juste d'être bien entouré. Oui, effectivement. Sinon, là, une autre acquisition marquante, c'est Donald Henry, produit du centre de formation de Toronto, qui avait tenté sa chance en Angleterre à West Ham sans pour autant. Lui, c'est un joueur là, qui a vraiment enchaîné les prêts. 2 saisons à Blackburn, ensuite au Danemark, mais ça n'a jamais réussi. Donc, il arrive à Vancouver pour peut-être pas un poste de titulaire en partant, mais peut-être au fur de la saison, peut-être en tant que 3e défenseur. Sinon, là, le très expérimenté Sean Franklin qui arrive et José Ara d'Orlando là, qui vient rajouter de la profondeur en défense. Ouais, aussi Efrain Juarez qui arrive de Monterrey. Et surtout, il me semble, Brian Rowe qui arrive de Galaxy, non? Ouais. Oui, Ouais, pour jouer en tant que suppléant, car je ouais, pense que Marjanovic sera
le partant. Là, c'est pratiquement lui qui a mis David Osted à la sortie. Donc... Ouais, j'allais dire, l'année dernière, il avait joué un peu plus que Osted, surtout à la fin. Donc, ouais. Ouais, donc moi, Vancouver, cette saison, je les vois en série encore, mais peut-être pas autant. J'hésite, je sais vraiment pas où les placer, mais je pense que ça va être série. Non, ça va être série, ça m'étonnerait qu'ils les ratent aussi. Puis ils ont des mecs comme Brek Shea aussi qui peuvent bien jouer. Derrière, Alphonso Davies, qui est toujours jeune, mais qui, à mon avis, sera titulaire cette année. Donc voilà, ouais, on va voir. Ils seront dans les séries, à mon avis, pour sûr. Ouais. Ouais, donc c'est ce qui concluait nos épisodes pré-saison avec 2 épisodes de l'Est et 2 épisodes de l'Ouest. J'espère que vous avez aimé le tout. Nous, on a adoré le faire et on remercie encore une fois toutes les franchises FR et tous les comptes Twitter qui ont bien voulu participer avec nous. C'est très sympa de les avoir comme ça. Effectivement. Et on le rappelle, hein, le magazine numéro 2 de Lucarne Opposée est sorti avec un article assez excellent, pour rester modeste, sur la NASL. Là, on refait vraiment tout le parcours de la NASL, qu'est-ce qui s'est produit, je crois que c'est un article assez complet avec une magnifique entrevue d'Antoine pour envelopper le tout. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Sinon, là, on vous souhaite une excellente saison MLS. Ouais, Toi, qu'on commentera avec vous et on sera là toutes les semaines presque pour vous donner un rendez-vous au niveau des résultats et puis aussi avoir pas mal d'invités, on l'espère. effectivement, et on veut vraiment là, cette saison englober la MLS, mais encore plus les divisions 2. On en parlait déjà beaucoup, là, mais surtout faire intervenir des entraîneurs de ces divisions, des joueurs. Je crois que ça risque d'être intéressant comme saison. Ouais, et on espère que vous serez toujours autant à nous écouter. N'hésitez surtout pas à réagir, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ou à nous envoyer des messages pour dire ce qu'on devrait changer, parce qu'on est toujours à l'écoute, on est toujours prêt à prendre des conseils. Et aussi, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts de Lucarne Opposée, parce que le football nord-américain, c'est le meilleur, mais il y a aussi Bola Latina, le podcast du football sud-américain, et puis aussi la FC Corner pour l'Asie, et puis les Fricaires pour les frics. Des podcasts qui vous donnent toujours des sujets très intéressants. Oui, donc Antoine, c'est où qu'on peut te suivre? Je crois que vous commencez à savoir maintenant, Antoine Latran pour mon compte perso, et puis suivez les Culture Soccer, bien évidemment. Oui, sinon, moi, vous pouvez me suivre à @AnthonyMLS. Sinon, pour tous les personnes qui veulent s'initier à la USL, n'hésitez pas à suivre mon compte Frenchy Nash, où est-ce que j'essaierai de présenter chaque équipe USL que j'affronterai au fur et à mesure de la saison. Donc, merci à tous infiniment. Déjà une saison de compléter pour Culture Soccer. On a commencé vers les séries. Là, ça va être notre première saison pleine. J'espère que vous allez aimer du contenu vraiment intéressant, tant à l'écrit qu'audio. Donc, j'espère que vous serez comblés en matière de soccer nord-américain. Ouais, merci beaucoup à tous et on vous retrouve la saison prochaine. Ciao! Bye!